Bonjour et bienvenue à notre super formation pour les experts TIC sur l'évaluation à distance. En fait, une petite prémisse que je vous laisse lire. Donc, il y a des changements de paradigme parfois là, qui demandent à être faits, puis ça, c'en est un. Donc, on va tenter d'axer vers cette belle phrase-là qui nous a inspiré beaucoup. Quelle est votre plus grande peur quand on parle d'évaluation à distance? Qu'est-ce qui vous vient en tête en termes de crainte? Il y a Catherine Sigouin qui a levé la main. La crainte de collègue, c'est je ne peux pas surveiller ce que fait mon élève pendant qu'il remplit une évaluation ou il va fouiller avec qui il texte, avec qui il parle. Voilà. Sylvain? Ben moi, ça serait de faire une évaluation qui soit trop difficile ou soit trop facile, justement, considérant ce à quoi ils ont accès, ou justement aller de l'autre côté faire trop difficile parce que j'ai peur qu'ils aient accès à trop d'affaires, puis en fait, que ça soit inégal pour tout le monde. Nicolas. Ben, d'un sens, mon inquiétude, c'est le contrôle de l'évaluation, étant donné que l'année passée, quand on faisait des travaux, on voit que certains parents faisaient les travaux à la place des enfants. C'était clair. Là. Qu'est-ce qui fait que vous dites que c'était clair? Qu'est-ce que vous aviez remarqué? Ben, le parent était très assidu, il nous écrivait, puis quand on parlait aux jeunes, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, mais les parents, ils connaissaient tout, ils connaissaient la matière, ils avaient vu les films, ils avaient vu les PowerPoint, ils avaient vu les exercices. Donc, quand on parlait aux jeunes, ben, les jeunes, ça ne dit rien. Mais je trouve ça écœurant parce que tu viens de dire, mais quand on parlait aux jeunes, les jeunes ne savaient rien. Puis ça, on va en reparler plus tard. Parce que c'est une façon de vérifier si c'est vraiment le jeune qui a fait son travail. C'est un super bon indicateur. Ça, on va en reparler. Merveilleux, oui. Alors, dans nos références, juste vous dire que pour monter la formation d'aujourd'hui, on s'est vraiment immergé en évaluation à distance à l'aide de différentes formations offertes, dont celle d'Ateluc qui est en ligne là, sur la formation J'enseigne à distance. Il y a un volet évalué au primaire et au secondaire, donc on les a bien suivis. On s'est référé aussi à l'utilisation des données au service de l'apprentissage du CETREC, qui est un document, tout à l'heure, on va vous en montrer un extrait, un document qui s'appelle Preuve d'apprentissage du CEFOR. Nos collègues, dans le fond, de l'Ontario, là, au niveau du Centre franco-ontarien. Le dénominateur commun, qui est un site web ici du CSS de Laval avec des collègues à nous qui ont aussi, dans le fond, travaillé très fort pour mettre en ligne certaines ressources en termes d'apprentissage à distance et plutôt d'évaluation même à distance. Et puis finalement, une présentation d'un collègue du récit Benoît Petit qui s'appelle « 9 principes pour soutenir l'apprentissage à distance ». Donc, ce qu'on vous montre aujourd'hui, ça a été quand même assez... on a fait un pas pire tour pour le temps qu'on avait. Puis hier, je travaillais en collaboration avec des collègues du centre de service scolaire, là, justement, à Laval. On était, je pense, 10-12. Puis on a un gros chantier sur l'évaluation à distance, mais un gros chantier là, sur 3 ans. Et je suis dans ce comité-là aussi. Donc, je leur ai montré brièvement la présentation d'aujourd'hui. Elle a donc été validée, entre guillemets, par notamment notre experte en évaluation, là, notre conseillère pédagogique en évaluation qui s'appelle Mélanie Ducharme. Fait que, je dirais pas trop de niaiserie finalement, c'est ça que ça veut dire. Là. C'est pas mal appuyé sur la recherche qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, avec notre petit côté TIC et notre petite folie là-dedans qui nous caractérise. Le plan de la rencontre, donc on va voir les limites de la distance pour débuter. La tricherie, c'est un point important dont vous avez parlé tout à l'heure. Les principes importants en évaluation, les types d'évaluation qu'on peut faire à distance, les types de questions également, les traces d'apprentissage et la triangulation. Et puis, dans les traces d'apprentissage, là, il y aura aussi plein d'outils TIC là, qui vont vous être proposés, que vous allez pouvoir explorer. Les critères de réussite d'une tâche d'évaluation qui seraient, dans le fond, valides. Et puis, on fait un petit résumé à la fin parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu. Faites-vous-en pas, ça va bien aller. Donc, dans les limites imposées par la distance, il y en a plusieurs. OK, ça, c'est important, vous l'avez nommé tout à l'heure. On pense à l'autonomie parfois limitée des élèves. OK? Leur autonomie, peu importe qu'ils soient, même si vous êtes au secondaire, on s'entend que bon, les jeunes, parfois, ils exigent un accompagnement spécifique. Ou encore les questions que peuvent avoir les élèves au cours de l'évaluation. Comme on est à distance, c'est pas pareil, ils ne lèvent pas la main nécessairement. Peut-être qu'ils vont passer en dessous du tapis leurs questions.
L'enseignante aussi, en présence des élèves, bon, tu peux exercer ton jugement professionnel pour déterminer le niveau d'intensité à offrir à l'élève pour l'évaluer de manière certificative. Parce que là, vous l'avez dit tantôt, c'est quoi le niveau d'intensité, le niveau, dans le fond, d'accompagnement qu'on peut offrir à l'élève aussi. Puis, de quelle façon je vais exercer mon jugement professionnel, à savoir, à m'imaginer, est-ce que lui a été aidé plus qu'un autre? Est-ce qu'il a bénéficié d'Internet pour aller chercher des réponses? Est-ce que mon examen est trop dur? Est-ce qu'il est trop facile? Donc, tout ça, ce sont des questions légitimes et ça fait en sorte que comme on a des limites imposées par la distance, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. En formation à distance aussi, cet accompagnement-là doit se faire souvent par les élèves, par un membre de la famille, souvent le parent, là, vous l'avez dit, mais il est alors difficile pour nous de juger adéquatement du niveau d'accompagnement qu'a reçu l'élève. Et comme vous l'avez dit aussi, il y en a qui vont recevoir trop d'accompagnement, d'autres pas du tout, d'autres juste bien. Bon, de quelle façon, moi, je vais pouvoir juger l'élève à ce moment-là? Donc, c'est un grand, grand défi. La tricherie, qui est aussi un aspect à ne pas perdre de vue en contexte d'évaluation à distance, puis on va y revenir plus loin. Tout ce que je vous parle depuis le dernier paragraphe, là, dans le fond, pour l'accompagnement dont l'élève bénéficie et tout, on va y revenir au cours de la rencontre à différents moments et on va tenter de vous proposer des moyens les plus efficaces possibles pour ramener l'égalité, un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau des élèves pour que l'évaluation se fasse d'une façon un peu plus équitable. Oui, alors on a décidé de commencer avec la tricherie parce qu'on s'est dit que tant qu'on ne parlerait pas de tricherie puis de plagiat, puis que ça allait tout le temps rester dans votre tête, là, fait qu'on va commencer avec ça, puis ensuite on va enchaîner avec le reste. Marie? Donc, en ce qui a trait à la tricherie, il y a la prévention, la détection, la sanction. Puis c'est 3 éléments qui sont super importants. La prévention, je vais y revenir à la fin de ce bloc. On va commencer d'abord avec la détection parce qu'il y a plusieurs indices là, qui vont nous mettre la puce à l'oreille, là, qui vont nous indiquer que, OK, cet élève-là, tantôt, c'est Nicolas là, qui disait, clairement, l'élève n'a pas fait son travail, puis l'indice qu'il a nommé, c'est qu'on questionne l'élève, puis dans le fond, il ne sait même pas de quoi il parle, mais pourtant, il vient de me faire un travail là-dessus. Fait qu'il y a cette espèce d'incongruité là, dans ce que l'élève livre. Puis finalement, la sanction, il faut comprendre que si on n'a pas une espèce d'éducation qui est faite, puis qu'on laisse passer la tricherie sans qu'il y ait de sanction, puis qu'après ça, les élèves, on s'entend que ça se parle. Hein? Fait que si vous laissez passer une fois, ben, c'est clair que tous les élèves vont se dire ben, cette prof-là, elle s'en fout qu'on triche, fait qu'on va tous le faire. Puis le pire, c'est que moi, j'ai jamais compris pourquoi les élèves trichaient, parce que des fois, ça demande tellement d'efforts à trouver une façon de tricher que ça serait moins compliqué d'étudier puis de faire ton examen. Mais bref, ça, c'est mon opinion. Alors, la détection. Il y a des indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Puis c'est sûr que vous l'avez expérimenté là, en salle de classe quand on est en présentiel. Puis c'est la même chose. Okay? C'est juste que là, il faut être un peu plus attentif. Puis, il faut s'attendre à ce que ça se reproduise peut-être plus souvent. Donc, dès qu'il y a des informations qui sont trop avancées, là, il y a comme un gros décalage là, avec ce qu'on a donné comme contenu de formation puis ce qui est livré dans le travail de l'élève. S'il y a une dissonance avec les connaissances actuelles de l'élève aussi, parce que, oui, en début d'année, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ben, mes élèves, je ne les connais pas tant que ça. Je ne sais pas... je ne sais pas encore c'est quoi la tendance de l'élève. Tu sais, un élève qui pète des 90 en montant tout le temps parce que il n'y a pas tant de défis dans ma matière, ou si au contraire, c'est un élève qui a vraiment de la difficulté, ou on va apprendre à connaître nos élèves. Puis là, je reviens à ce que Maryse disait, il faut ajuster nos attentes. Ça se peut qu'à la première étape, là, qu'on en ait laissé passer, OK? Qu'il y ait un élève qu'on s'aperçoive plus tard que ça se peut pas qu'il y ait eu une aussi forte note à un travail au premier bulletin, parce que là, on est rendu plus tard dans la deuxième étape, puis je m'aperçois que c'est pas son niveau. C'est pas grave, OK? Il va y en avoir, puis il faut être indulgent envers soi-même. Puis il faut garder en tête que la première étape, elle vaut juste pour 20 %. Fait que c'est pas si pire que ça. Ensuite, similarité avec d'autres travaux. Niveau de langage inhabituel, ça aussi, ça va être un indicateur. Variation de style d'écriture au niveau du langage dans un même travail. Donc, on passe quasiment d'un français familier à un langage soutenu. Ça peut être un indice.
une structure de texte douteuse. Puis ça m'est arrivé souvent, que tu dis, mais voyons, qu'est-ce qu'il m'a écrit l'élève? Tu sais, les idées ne se suivent même pas. Puis dans le fond, c'est un ramassis de copier-coller. Puis aussi, ça m'est arrivé, présence d'hyperliens non pertinents ou non fonctionnels. Tu sais, as un hyperlien qui sort de nulle part dans ton texte, dans le texte de l'élève, dans son travail. Bien, c'est un cue pour nous dire que, hey, il y a peut-être eu tricherie. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va pouvoir aller, tu sais, ça nous met la puce à l'oreille. Mais une fois que ça c'est fait, tu sais, il ne faut pas arrêter là. Il faut essayer de prouver le plus possible. Puis il y a des outils qui existent sur le web. Il y a des outils gratuits, par exemple, le Plagiarism Detector. Là, vu que c'est souligné, là, vous avez, dans le fond, l'hyperlien quand vous allez avoir la présentation. Donc, vous pouvez aller copier-coller une partie du texte de l'élève pour savoir si ça a été pris sur le web. Dès qu'il y a une petite... dès que, par exemple, il y a une phrase là, qu'un élève va avoir modifiée, après, le logiciel, comme il ne le reconnaîtra pas. Donc, il faut faire attention. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, au lieu d'utiliser ce logiciel-là, c'est que l'astuce, quand on fait une recherche sur Google, c'est de mettre entre parenthèses, entre guillemets. Hein? Donc, quand on met entre guillemets soit quelques mots ou un bout de phrase, bien, ça indique à Google de faire la recherche pour la phrase exacte. Donc, ce que je faisais, là, c'est que je prenais la série de mots là, qui était juste trop belle pour être vraie. Puis, je mettais ça entre guillemets, je mettais ça dans Google, puis j'avais le site web qui sortait tout de suite. Alors là, je me préparais un message là, à envoyer aux parents, puis à envoyer à la direction en leur montrant le texte de l'élève, l'extrait du site web qui avait été copié avec l'hyperlien. Et puis, j'envoyais ça pour justifier mon beau 0%. Mais la raison pour laquelle je pouvais donner 0%, c'est parce que je m'étais entendue en haut au préalable avec ma direction. Marie, si tu veux-tu changer de diapo? Change de diapo. Encore. Oui, c'est ça. Donc, là, j'ai sauté un peu, là. Mais c'est important d'aviser nos élèves par rapport à la tricherie. Donc, on a une concertation élèves-parents-direction. Donc, s'il y a tricherie, il faut que tout le monde soit avisé. Ça ne peut pas être une surprise. OK? Puis, il faut donner des avertissements. On s'entend, on en donne combien d'avertissements? Est-ce que ma tolérance, c'est 0? Puis, tout de suite, si je te prends en train de tricher, tu vas avoir 0%. Ou je te donne un peu de latitude. Okay? Il faut verbaliser ça à l'élève. Puis après ça, les sanctions, ça va être quoi? Ton travail, il faut que tu le reprennes. Je te donne la possibilité d'aller chercher tes points quand même. Est-ce que tu reprends un examen? Est-ce que je te force à le faire en présentiel? Ou si on va le faire sous forme d'entrevue? Comme ça, je m'assure que tu as bien compris ta matière. Maryse, reviens à l'autre diapo, s'il vous plaît. Mais tu sais, avant d'arriver là, c'est important d'éduquer les élèves. Puis de leur donner, par exemple, des exemples de plagiat en société. Tu sais, les élèves se disent, ben, tu sais, je suis au secondaire, qu'est-ce que ça fait que je triche pour un examen? Sauf que la tricherie, à un moment donné, quand tu vieillis, ça a des conséquences qui peuvent quand même être graves. Et puis, tu sais, si on veut inciter les élèves à comprendre l'ampleur, ben, tu sais, il y a tellement d'exemples dans les médias avec, entre autres, les chanteurs qui vont plagier, tu sais, des chansons. Fait que si on regarde, par exemple, ça ici, c'est un extrait de Flame, c'est quelques secondes à peine. On voit que il y a une petite ressemblance hein, au niveau du beat, là, du rythme de la chanson. Ici, il y a quand même eu, c'était combien déjà, Maryse? C'était 2,7 millions, je pense, que Katy Perry a dû débourser américain. Oui, c'est plus de 2 millions. Oui. C'est ça, je pense que c'est ça, 2,7 millions que Katy Perry a dû donner à Flame. Puis on s'entend là, que c'est juste un rythme là, dans le background, là, si on veut, de la chanson. Alors, le plagiat là, en société, on a 0 tolérance pour ça. Puis, je pense que les jeunes doivent le savoir, ça. Que oui, ça commence par « j'ai copié un petit extrait d'un site web », mais
ça a des répercussions plus tard. Puis même avant ça, au cégep, à l'université, là, si on te prend à tricher ou à plagier, c'est bien de valeur, là, mais tu viens de te faire sortir de ton programme. Puis à l'université, tu viens de te faire sortir de l'université. Donc, c'est pas à prendre à la légère, mais il faut éduquer les élèves. Par rapport à la détection, je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons avec de la vidéo, puis il y a des logiciels qui permettent de s'assurer que les élèves ne trichent pas, mais de s'assurer, là, je vais le mettre en guillemets. Mais selon les recherches qu'on a faites, puis même selon le cours j'enseigne à distance de la TELUC, les logiciels ne sont pas infaillibles, ils sont très coûteux. Et puis, il y a toujours une façon aussi de faire que l'élève se filme à un certain angle pendant qu'il fait son évaluation, puis tout ça. Il faut qu'il soit comme dans un coin, mais il faut voir le reste de la pièce pour être sûr qu'il n'y ait personne derrière qui lui souffle les réponses. Alors, bref, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Puis, ce qu'on dit, c'est que ça ne vaut pas tant la peine. Sur l'implication en termes d'argent, en termes de temps, parce qu'après ça, les profs, il faut regarder là, la vidéo pour s'assurer que l'élève ne triche pas. Alors, ça ne vaut pas tant la peine, c'est ce qu'on comprend. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut prévenir la tricherie? Bien, la clé relève dans l'évaluation elle-même. C'est là qu'on va venir éliminer le plus de tricherie possible. Donc, ça va être dans la forme des questions qu'on va poser, donc des questions qui vont solliciter le jugement, l'analyse, la synthèse, plutôt que l'application de faits. Puis, on s'entend que à l'époque où on vit, oui, c'est important de connaître des faits. C'est super important, mais il faut prendre conscience que si je ne me souviens pas de la date de tel événement, on a nos téléphones à portée de main. C'est super facile d'avoir accès à de l'information factuelle. Ce qui est important pour l'élève, c'est vraiment de développer sa compréhension puis de faire des liens entre différents faits, puis c'est ce qu'on va évaluer. Exiger la rédaction d'une partie de travaux où est-ce qu'il va y avoir des exemples, des intérêts en lien avec des éléments personnels. Donc, ça va vraiment venir accentuer le fait que l'élève, il faut qu'il fasse le travail lui-même. On peut aussi compléter un travail écrit par une présentation orale. Fait que, ça, tantôt, ce que Nicolas disait, le travail est impeccable, mais après ça, on questionne l'élève, puis on se rend compte que finalement, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il a fait dans son travail. Là, en disant aux élèves, ton travail écrit après ça, attention, je vais te questionner, tu vas avoir soit une entrevue individuelle ou tu vas avoir une entrevue en sous-groupe, puis tu dois me parler de ton travail, puis de ce que tu as fait, puis etc., etc. Alors là, ça nous donne encore une fois, on vient prévenir la tricherie, l'élève, ça ne tentera pas de se mettre dans cette situation-là. Varier les types d'évaluation, ça, on va y revenir plus tard. Prévoir des rencontres en petits groupes en cours de réalisation. Donc, si on donne un projet à des élèves qui s'échelonnent sur plusieurs semaines, par exemple, à certains moments dans le temps, on va les rencontrer pour voir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis en même temps, on s'assure que l'élève progresse dans son travail. Et puis encore une fois, s'il prévoit plagier son travail, il va nous dire quoi dans cette entrevue-là? Il n'y aura rien à dire. Construire des examens de synthèse qui demandent une compréhension plus large. Et ça, on va le voir avec les types de questions. Donc, il y a certains types de questions qui vont inciter justement à cibler des apprentissages qui sont plus complexes. Puis, on s'entend que ça ne sera pas que des questions vraies ou faux. Et puis, il faut exprimer aussi avec les parents et les élèves le type d'aide externe qu'on s'attend en évaluation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une communication étroite avec les parents. Puis, il faut leur faire comprendre. Encore une fois, il y a une éducation à faire. Là. Le parent, ce qu'il souhaite, c'est aider son enfant. Mais comment je vais aider mon enfant? Je vais l'aider à ce moment-ci à réaliser son travail, mais on doit mettre l'emphase sur le fait qu'à long terme, ça n'aide pas l'enfant parce qu'on montre à l'enfant qu'il doit toujours dépendre de quelqu'un, alors que ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant soit indépendant pour qu'il puisse voler de ses propres ailes et qu'on ne se ramasse pas avec un tanguy. Bon, j'exagère peut-être, mais bref. Parce qu'il faut accélérer. Alors, on passe au principe important, Maryse.
Oh yes, darling. Donc, écoutez, les principes importants, vous ne vous endormirez pas. Ce n'est pas juste des principes plates, là, c'est collé à vos réalités. Donc, je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles, vos yeux. On va quand même assez rapidement. Les deux fonctions de l'évaluation. À la base, donc, l'évaluation a deux fonctions. La première, c'est l'aide à l'apprentissage et la deuxième, c'est la reconnaissance des compétences. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Le principe de l'alignement pédagogique. Écoutez, les élèves, vous leur enseignez, vous utilisez des outils numériques à distance, vous développez des compétences chez ces élèves-là et avec certains outils numériques qu'eux vont utiliser aussi pour les démontrer. Et vous devez les évaluer encore là avec des outils numériques. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les trois. Puis là, vous allez me dire, mais c'est trivial, c'est évident que ce que j'enseigne, je l'évalue. Oui, mais est-ce que ce que vous évaluez, vous l'avez enseigné réellement? Ah, j'ai une pupuce parmi mes filles ici qui me dit, ben moi, mon enseignant, il nous envoie un PowerPoint, puis rendu en salle virtuelle, c'est « Avez-vous des questions? » Donc, lui, il ne l'enseigne pas, mais il transmet quand même ses informations via un PowerPoint. Ma fille se trouve bien désœuvrée de ça. Elle aurait aimé quand même que l'enseignant montre certaines choses. Puis, je l'ai rassurée en début d'année. J'ai dit, regarde, tu étudies ton PowerPoint, voici comment tu pourrais te faire des notes à partir de ça, tout. Et là, pour développer ses compétences, parce que juste de lire le PowerPoint, on se rendait compte que ce n'était pas suffisant. Mais quand arrivait l'évaluation, après, ma fille me dit, mais maman, il y a des questions qui n'étaient pas dans le PowerPoint. Ah, OK, là, tu peux te poser des questions. Il faut vraiment s'assurer, lorsqu'on va planifier notre évaluation, qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut évaluer, vers où on veut amener nos élèves. Et puis, ensuite de ça, de là vont découler les séquences d'enseignement et puis les compétences ciblées aussi qu'on va souhaiter évaluer. Donc, ça, c'est l'alignement pédagogique. Vous allez voir, on va en reparler au cours de la formation. C'est important de le garder en tête. Il y a 4 principes directeurs en évaluation à distance. Écoutez, on aurait pu en mettre plus probablement, mais il y en a 4 grands. Le premier, c'est la différenciation. Puis là, je voulais trouver l'effet sonore qui fait « Ouh » parce que je veux que vous lisiez la première phrase sous le mot différenciation. Ce n'est pas essentiel d'évaluer tous les élèves tout le temps. Donc, ça se peut que vos bons élèves, que vous voyez qui vont bien, vous n'avez pas besoin nécessairement de leur passer une évaluation quand vous constatez, à l'aide des traces qu'ils laissent, que c'est suffisant pour assurer leur réussite. Donc, ce n'est pas obligé que l'examen que vous prévoyez faire soit passé à tout le monde, tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment, moi, quelque chose qui, j'aurais bien aimé comprendre ça plus tôt dans ma carrière quand j'enseignais. La collaboration, les élèves vulnérables ont besoin d'un soutien accru. C'est eux qu'on va vraiment venir cibler pour notre différenciation en évaluation. La collaboration aussi. Donc, dans des cas qui sont complexes, quand on n'est pas sûr là, pour un élève, mais on peut venir partager la responsabilité du jugement avec la direction, les orthopédagogues, peut-être l'équipe école ou des professionnels. Donc, n'hésitez pas à discuter de cas litigieux avec vos collègues. La souplesse, la situation, donc, n'est pas commune, elle n'est pas comme d'habitude. Là, on ne peut pas faire comme d'habitude. Il faut être plus souple. Il faut être souple envers soi-même et envers les élèves aussi. On en a parlé tout à l'heure. Mais toujours dans la rigueur. Donc, mon dernier point, c'est qu'on doit toujours continuer de se baser sur nos référentiels connus du programme d'éducation, programme de formation d'école québécoise, la progression des apprentissages, les cadres d'évaluation qui s'appliquent à notre discipline et la politique d'évaluation des apprentissages, pour n'en nommer que quelques-uns. L'évaluation, vous le savez, ça sert à poser un jugement professionnel fiable qui implique 3 composantes. Puis là, je dis fiable avec des espèces de guillemets là, dans la voix parce que je sais très bien que vous vous questionnez vous-même à savoir si votre jugement professionnel va être aussi fiable que d'habitude. La réponse est oui, votre jugement est aussi fiable que d'habitude. C'est juste, ce n'est pas votre jugement qui n'est pas fiable, c'est les preuves sur lesquelles vous allez vous baser que vous pouvez vous douter. Okay? Donc, pour poser un jugement plus fiable, justement, ça implique 3 composantes. La première, c'est de recueillir plusieurs traces d'apprentissage. Puis, je ne suis pas dans le jugement. Je sais qu'au secondaire, vous avez 180 personnes, 180 élèves parfois, mais faire 2 examens par étape, c'est peut-être pas suffisant comme nombre de traces d'apprentissage pour émettre un jugement fiable. Également, à différents moments du processus d'apprentissage. Donc, on doit le faire, oui, au début, oui, au milieu, oui, vers la fin,
Mais pas si possible, ce qui est souhaitable, c'est vraiment que les évaluations qui sont faites vers la fin vont compter davantage que celles qui sont faites au début ou au milieu du processus d'apprentissage. C'est normal, l'élève est en train d'apprendre et il va démontrer sa compétence. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il démontre sa compétence vers la fin et c'est là qu'on devrait accorder le plus grand pourcentage dans le fond, au bulletin, si on veut, là, de la note. C'est vers la fin du processus d'apprentissage. Ce sont ces travaux-là ou ces examens-là qui devraient compter davantage. Ça, je l'ai validé aussi avec notre conseillère pédagogique en évaluation. Et finalement, notre jugement professionnel doit tenir compte de la triangulation pédagogique. Est-ce que j'ai eu le temps d'enseigner tel concept? Mais mon évaluation était déjà prête, puis je l'ai passée aux élèves, mais j'ai passé 5 minutes là-dessus, puis là, il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Bien, peut-être que je vais me dire, cette question-là, je ne la compterai pas dans mon évaluation. Je vais juste simplement ne pas en tenir compte. Tant mieux s'il y a des élèves qui l'ont compris, mais si je vois que 80% de mes élèves, ils n'ont rien retenu de ça, bien, puis moi, je sais que j'ai peut-être escamoté certains trucs. Tu sais, on sait qu'il y a des classes, des groupes avec qui ça va super bien, puis on peut voir tout notre programme, puis d'autres avec qui ça va moins bien, on fait plus de discipline, peu importe, puis on voit moins de choses. À ce moment-là, il faut être flexible et souple aussi lorsqu'on est en évaluation. Et le dernier principe dont je vais vous parler, c'est la triangulation. La triangulation, en fait, ça veut dire que nos données d'observation pour évaluer proviennent de 3 sources: les observations, les productions, puis les conversations. Mais attention, ça prend des traces. Tu sais, je ne vais pas juste me fier sur mon souvenir que j'ai d'avoir discuté avec un élève puis qu'il avait l'air de comprendre. Okay? Ça nous prend des traces à la fois de conversation, des traces d'observation et les traces de production. Quel serait, selon vous, le type de données que vous utilisez le plus pour évaluer? Donc là, chacune peut répondre dans sa tête. Principalement, habituellement, ce sont les productions qui priment. Mais sachez que chacune des 3 sources est aussi valide et valable lorsqu'on a des traces, l'une que l'autre. Donc, mes conversations, là, on est en évaluation à distance, on va pouvoir mettre l'accent, c'est le moment de le faire, sur des traces de conversation et des traces d'observation. Et puis pour ça, ça nous prend des canevas pour se prendre des notes, etc. Donc, on va y revenir plus tard. Mais ces traces-là sont très précieuses et vous pouvez vous y fier pour votre jugement professionnel. Puis quand le parent va arriver pour poser des questions, il va dire « Oui, mais dans les examens production, là, il y a eu 78 puis il y a eu 88 ». Mais que là, vous lui montrez que vous avez questionné l'élève, vous avez une fiche anecdotique sur laquelle vous avez écrit les questions que vous avez posées à l'élève, puis que, il ne savait pas, comme Nicolas disait tantôt, il ne savait pas trop de quoi il parlait, bien, vous avez une trace ici qui est aussi fiable puis valide que l'examen que vous avez produit. Donc, le procédé se nomme triangulation. C'est, si possible, de prendre des données qui proviennent de 3 sources différentes pour pouvoir évaluer. Puis, en contexte d'évaluation à distance, c'est sûr que ça va être facilitant un peu les conversations, les traces de conversation, là, ne serait-ce que si vous faites une entrevue par Zoom ou par Meet ou peu importe, bien, vous l'enregistrez et vous avez tout de suite votre trace puis vous n'avez pas eu besoin de rien noter. Donc, un petit truc comme ça, on va y revenir, là, mais il y a des facilitants, heureusement, là, que les technologies vont permettre là, dans ce contexte-là d'évaluation à distance. Mélisha, j'ai un petit blanc, un trou de mémoire. Est-ce que c'est à ton tour, les types d'évaluation, ou je poursuis? C'est à mon tour. D'accord. Alors, les types d'évaluation, écoutez, je ne vais pas rentrer dans le giga détail là, parce que vous les connaissez, là, les types d'évaluation, évaluation diagnostique, formative, sommative, on n'y reviendra pas en long et en large, mais on va ajouter des petites informations. Dans le fond, c'est qu'on va se servir de ça ensuite pour asseoir, dans le fond, nos traces d'apprentissage, les types de questions, etc. Donc, l'évaluation diagnostique, là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez suivi la formation J'enseigne à distance là, de la TELUC. D'ailleurs, la portion évaluée là, au secondaire, elle est vraiment très bien faite. Là. Beaucoup d'informations. Moi, j'ai bien apprécié la suivre, cette formation-là. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses qu'on a tirées de ça dans notre formation d'aujourd'hui, mais bref, si vous voulez aller plus en profondeur, c'est très bien. Alors, au secondaire, ils utilisent plutôt l'appellation évaluation au service de l'apprentissage en ce qui a trait au diagnostic. Donc, évidemment, on fait ça en début d'apprentissage, puis c'est pour, entre autres, activer les connaissances intérieures, vérifier les acquis des élèves. Puis là, on sait que c'est un morceau quand même assez important, surtout cette année, parce que, honnêtement, on n'a aucune idée là, de ce que les élèves ont acquis l'année dernière, puis où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, il faut se rajuster.
Puis l'autre morceau qui est super important, c'est d'adapter son enseignement. Puis c'est encore plus vrai, bien, c'est toujours vrai, là, mais encore plus vrai cette année. Adapter son enseignement, tu sais, je ne peux pas bâtir des nouvelles connaissances sur quelque chose qui n'est pas solide ou si on s'aperçoit qu'il manque un bout à l'élève, malheureusement, l'élève est voué à l'échec là, si on procède de cette façon-là. Fait que l'évaluation diagnostique est super importante. Puis ça, on peut y aller avec des questionnaires quand même assez simples sous forme de quiz. Vous avez des exemples, Google Forms, il y a Socrative aussi, Quizzes, Kahoot, Plickers quand on est en classe. Puis Plickers, là, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas besoin, surtout en ce moment, j'ai pas besoin d'être en contact physique avec l'élève. Je peux rester derrière ma ligne orange ou ma ligne rouge, là, peu importe, dépendamment des écoles, pour pouvoir juste scanner avec mon appareil numérique les réponses des élèves. Puis les élèves, ils ont comme des petits cartons. Bref, on a-tu mis le tutoriel sur notre site web? Je ne penserais pas. Vu qu'on ne peut pas tant l'utiliser à distance, là, mais au pire, si ça vous intéresse, je vous l'enverrai par courriel, là, ce tutoriel-là. Mais bref, l'évaluation diagnostique, c'est sûr qu'elle ne sert pas à l'évaluation à proprement parler. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'elle est au service de l'apprentissage. C'est qu'elle va nous servir à bâtir le reste par la suite. Maryse? Ensuite, il y a l'évaluation formative. Est super importante, l'évaluation formative, parce qu'elle sert vraiment à soutenir l'élève tout au long de ses apprentissages, puis on doit l'utiliser de façon régulière tout au long de l'apprentissage. Finalement, on est presque tout le temps en évaluation formative parce que c'est comme si on vient prendre le pouls de ce que l'élève a réussi à assimiler comme matière avant de poursuivre. Fait que c'est super important pour voir leur progression, mais pas juste nous. C'est que l'élève aussi, puis ça, on va en reparler là, avec la rétroaction, là, mais c'est que l'élève soit capable lui-même de voir où est-ce qu'il est rendu dans son processus d'apprentissage, puis qu'il puisse prendre un temps d'arrêt à savoir, OK, c'est là que je veux me rendre, mais par où, tu sais, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour arriver à mon but? Fait que ça, c'est super important. Puis, tu sais, on va travailler beaucoup, tu sais, rétroaction pour ensuite pouvoir amener l'élève à s'auto-réguler. On va vous présenter tantôt aussi, tu sais, avec les grilles d'évaluation puis les critères de réussite. Ça, c'est des moyens pour outiller l'élève pour qu'il soit capable justement de s'auto-réguler puis de pouvoir voir sa progression. Alors, tu sais, quand on est en évaluation formative, c'est sûr que l'enseignant doit communiquer clairement ses attentes aux élèves. Ça va être fait, entre autres, à l'aide des grilles d'évaluation. Puis là, ce qui est super important, c'est que nos fameuses grilles d'évaluation, là, il faut que ça soit les mêmes en formatif puis en sommatif. Tu sais, je ne peux pas utiliser une grille d'évaluation en formatif. Puis là, après ça, j'arrive en sommatif. Bam, c'est une autre grille. Finalement, j'évalue d'autres choses. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut qu'il y ait un fil conducteur du début à la fin. Là, je reviens un peu à l'alignement pédagogique précédemment, mais on utilise les mêmes critères de réussite, les mêmes grilles d'évaluation en formatif et en sommatif. Puis, ça va faire en sorte que l'élève, encore une fois, va devenir de plus en plus bon à s'auto-évaluer, s'auto-réguler. Surtout, en enseignement à distance, l'élève, là, il est tout seul devant son écran. Il faut l'aider à s'auto-évaluer parce que vous n'êtes pas à côté de lui pour lui dire « Non, non, ça c'est pas correct, il faut que tu le modifies. » Il faut amener l'élève à réfléchir à sa pratique d'élève, si on veut, pour qu'il puisse se rajuster de lui-même. Puis là, encore une fois, on va utiliser la grille d'évaluation, puis les critères de réussite. Il faut s'habituer à travailler avec ce genre d'outils-là. Il faut l'enseigner aux élèves. Ensuite, les activités d'évaluation formative, est-ce qu'elles doivent absolument être toujours corrigées par l'enseignant? Ben non, c'est pas obligé. L'élève, là, il peut se faire une auto-évaluation. Il y a aussi l'évaluation par les pairs. Puis, vous avez sûrement fait des évaluations par les pairs, puis on se rend compte que souvent, les autres élèves sont encore plus exigeants que nous-mêmes. On peut l'être envers les élèves. Alors, c'est des choses super intéressantes à utiliser qui nous enlèvent un peu de pression, nous, comme profs. Ça allège notre tâche. Puis en même temps, ça vient supporter notre jugement au bout du compte. Puis ça aide l'élève, encore une fois, à s'auto-réguler.
on apprend beaucoup en évaluant les autres puis en expliquant la matière. Fait que quand on utilise les pairs dans l'évaluation, bien, veut pas, on vient renforcer leurs compétences également parce qu'ils doivent, ils doivent dire à l'autre élève, ben, ça, c'est pas super bien réussi parce que nanana, nanana. Puis en même temps, l'élève qui fait l'évaluation, ben, il est en train de construire sa compréhension également. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Maryse? Il y a aussi le fait que l'élève, quand vous faites l'évaluation par les pairs, comme enseignant, des fois, on a tendance à se dire « Ah, mais c'est pas aussi valide comme évaluation, etc. » Mais au contraire, mais Mélissa l'a dit, là, sont très critiques souvent, mais aussi, c'est qu'il y a une pression qui descend sur les élèves qui se font évaluer parce qu'ils se rendent compte que c'est pas juste mon enseignant qui est la sommité, qui va m'évaluer, me donner une note, puis ça fait peur. Et là, de remettre cette responsabilité-là un peu sur les pairs, bien, ça fait baisser la pression parce que là, tu sais, l'élève va s'attendre à avoir une rétroaction de ses pairs. Ça peut être en sous-équipe aussi que les corrections se fassent aussi. Ça, c'est le fun parce que les élèves confrontent leurs idées. Il y a plein de façons très, très créatives, mais quand même valides parce qu'on laisse des traces qui nous montrent, dans le fond, que qui montre en fait que l'évaluation par les pairs, c'est une façon quand même valide dont on peut tenir compte dans nos évaluations. Je ne dis pas que c'est ça qui va donner la note de la fin de l'année pour l'élève, mais je veux dire, c'est une des façons qui va faire en sorte aussi d'engager davantage les élèves puis de leur donner le goût aussi de bien faire, de s'améliorer parce qu'ils savent que leurs travaux vont être aussi regardés par les pairs. Il y a cette espèce de petit challenge-là aussi qui est le fun. Puis, tu sais, on revient aux 2 principes précédents où est-ce qu'il faut recueillir plusieurs traces, puis plusieurs traces différentes. Alors là, tu sais, on vient, c'est des traces supplémentaires qu'on cumule, puis c'est des traces aussi différentes. Fait que ça peut être intéressant également. Puis finalement, l'évaluation sommative, c'est probablement le bloc qui fait le plus peur en enseignement à distance. Parce que, puis Nicolas, il était pile là-dedans tantôt, là, en début de formation, en disant, ben oui, mais j'ai le parent qui est là à côté puis qui fait le travail. Lui, il connaît mon contenu comme ça. Là, il est vraiment hot. On lui donne A+ aux parents. Mais c'est pas le parent qu'on évalue. Fait que, c'est ce bout-là qui est difficile. Puis, quand on dit, ben, l'évaluation sommative, OK, oui, c'est elle qui doit être la plus importante à la fin de l'apprentissage parce que ça sert à évaluer l'apprentissage. Est-ce que ça veut dire qu'on va lui donner une valeur de 80% cet examen-là? Peut-être pas. Mais toutes les autres traces, on leur a donné une valeur de 5%, 10%. Peut-être que mon évaluation sommative va en valoir 25, par exemple. OK? Puis là encore, l'évaluation sommative, on va revenir au type de questions parce que je ne veux pas aller mesurer, ma cible d'apprentissage à évaluer, elle ne sera pas simple, ça ne sera pas un vrai ou faux. On va miser sur des questions à développement, puis on va y revenir, où est-ce que l'élève expose son jugement, il y a une analyse qui est faite, on y va vraiment dans des cibles d'apprentissage qui sont complexes pour que l'élève démontre vraiment sa compréhension. Puis, on le voit même juste avec les types d'évaluation qu'on avait il y a plusieurs années et qu'on a maintenant. L'évaluation en univers social au secondaire, c'est plus ce que c'était. Hein? On ne veut plus avoir... Nicolas, il dit non. Nicolas, c'est un excellent public. C'est lui que je vois sur le côté. Alors, c'est plus, OK, quelle date telle affaire est arrivée, c'est plus des connaissances déclaratives, là, au contraire, on veut vraiment que l'élève, articule sa pensée, puis qu'il soit capable d'expliquer, puis de justifier, puis c'est ce genre d'évaluation sommative-là qu'on va avoir. Puis là, si on revient à, comment on fait pour détecter le plagiat, bien, c'est beaucoup plus facile. Si les élèves ont à peu près toutes les mêmes idées organisées à peu près de la même façon, bien, on le sait qu'il y a eu tricherie. Là, parce que ce genre d'évaluation-là, il faut que ça vienne de l'élève. Ça n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de s'approprier le contenu puis de l'organiser selon sa compréhension. Puis à la limite, si je ne veux pas le faire sous forme à l'écrit parce que j'ai trop peur que l'élève ait fait le travail avec son parent, bien, je peux le faire sous forme de vidéo. On demande à l'élève,
fais-moi un exposé. Je ne veux pas que tu apprennes par cœur. Là. Je veux que tu m'expliques. Ça peut être fait sous forme d'entrevue, ça peut être sous forme de discussion. On va y revenir avec les traces d'apprentissage. Mais il y a plein de façons différentes là, de venir mesurer ce que l'élève a appris, ce qu'il a compris. Il y a aussi, quand on veut évaluer, qu'est-ce qui est important d'évaluer? Est-ce que c'est vraiment le produit final que je veux évaluer ou si c'est le processus, comment l'élève en est arrivé à ce résultat-là? Si on est, le résultat, on est vraiment bon pour ça, là, évaluer le projet final sur le roman ou peu importe le projet quelconque. Pour le processus, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Il y a 3 outils qui sont intéressants. Il y a le portfolio, il y a le journal de bord, puis il y a les cahiers de traces. J'aimerais ça développer un peu plus. Là, on va élaborer notre section là, sur l'évaluation à distance sur notre site web. Puis, je vais essayer d'aller mettre des liens, là, des exemples de portfolio, le journal de bord, puis de cahiers de traces, mais surtout le portfolio. Là, c'est vraiment intéressant, cette notion-là. Puis, ça nous donne le pouls tout au long de l'apprentissage des élèves, ce qui nous donne, dans le fond, un aperçu fort intéressant. Puis on leur remet entre les mains aussi la responsabilité de démontrer leurs apprentissages parce qu'ils doivent sélectionner les bons travaux, etc. Donc, il y a toute une question d'autonomie aussi qu'on développe chez l'élève, puis d'autorégulation. Puis le portfolio, là, ce qui est intéressant, puis là, honnêtement, là, je viens juste d'y penser. Moi, j'aime beaucoup utiliser Google Slides. Pour, mettons, des cahiers d'écriture ou je pense que je l'utiliserais même pour le portfolio parce que c'est possible d'intégrer de la vidéo à même le document. Fait que, le portfolio, dans un Google Slide, je changerais le format de mes pages pour que ça devienne des 8,5 par 11, que ça fasse comme un cahier. Et puis, l'élève qui réfléchit sur ses apprentissages, on pourrait lui demander de faire une vidéo, de le verbaliser puis de l'intégrer. Puis là, il voit au bout de quelques mois, son processus. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire. Ah, c'est vraiment hot, là, je vais travailler là-dessus. Faut dire, là, à la défense de Mélissa qui s'emporte, là, qu'elle a suivi une formation complète, je pense un cours universitaire de je ne sais pas combien de crédits sur le portfolio. Donc, il y a vraiment c'est quelque chose de gros en soi. Moi, je me disais, c'est juste un ramassis dans un dossier que l'élève choisit qu'il va mettre là. Elle me dit non! Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur le portfolio en formation continue, pour les enseignants. Entre autres, ceux qui commencent là, dans la profession, l'utilisation du portfolio, c'est vraiment excellent là, justement pour réfléchir à sa pratique enseignante, mais on a beaucoup à gagner à l'implanter avec l'élève. Mais bref, ce sera une autre formation, je n'élaborerai pas trop. Alors, les types de questions, tu veux te changer? Donc, écoutez, on n'a aucun mérite là, par rapport à ces captures écran-là. On les a prises sur le site... j'enseigne à distance là, de la TELUC, le cours. Donc, puis vous m'avez entendu en parler depuis le début de la rencontre. Donc, ici, on a des types de questions qui vont cibler des apprentissages qui sont simples. Donc, les types de questions à correction objective du style réponse courte à compléter. Puis là, je trouvais ça intéressant, ces tableaux-là, parce qu'on voit vraiment les avantages et les limites de chaque type de question. On a aussi les questions à 2 choix, style vrai ou faux. Puis, ce qui revient, c'est que ça ne permet pas d'évaluer des types d'apprentissage qui sont complexes. Est-ce que je viens vraiment mesurer la compréhension de l'élève, la compréhension dans son ensemble, la compétence de l'élève, en lui posant des questions à choix multiples aussi, ou à 2 choix. À choix multiples, c'est la page suivante. Je ne les lirai pas nécessairement avec vous, mais honnêtement, ça vaut la peine d'aller consulter ces tableaux-là pour voir vraiment les avantages, les limites, parce que ça oriente nos choix par la suite quand on bâtit nos évaluations, qu'elles soient formatives ou sommatives. Maryse, change, s'il vous plaît. C'est la même chose avec les questions de pairage, donc d'association, puis aussi les questions à choix multiples. Puis, tu sais, quand on fait ce type d'évaluation, même si on n'est pas à distance, il y a toujours une part de hasard. Hein? Si l'élève, là, on lui donne un choix multiple, bien souvent, il va se dire je ne sais pas c'est quoi la réponse, fait que je vais y aller par élimination. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. J'hésite entre ces deux-là. Puis il se ferme les yeux, puis il va avec son doigt. Il y a comme une part de chance. Est-ce qu'on vient vraiment mesurer la compétence de l'élève?
Pas tant. Fait que ça, c'est avec le genre de questions qu'on va utiliser un peu plus pour, en évaluation diagnostique, donc en début d'apprentissage. En cours d'apprentissage aussi, à certains moments, c'est question de prendre le pouls puis de voir, bon, est-ce que, par exemple, avec un certain groupe d'élèves, j'aurais besoin de travailler, de ralentir un tout petit peu, fait que je vais travailler avec eux en sous-groupe juste pour leur donner un peu plus d'appui pour ensuite qu'ils puissent continuer avec le reste du groupe. Donc, ça va être surtout à ça que va servir les questions, ce type de questions-là. Ce qui est super intéressant, puis c'est vraiment là qu'on vient mesurer la compétence des élèves, c'est quand on leur pose des questions à développement. Fait qu'il y a des questions à réponse brève. L'avantage, c'est que c'est rapide à construire parce qu'on n'a pas besoin de penser à toutes les questions. Puis, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, là, quand je pose des questions à choix multiples, là, on dirait que c'est comme un stress que ça ne soit pas tout le temps la réponse A ou la réponse que ça ne soit pas tout le temps B. Bref, en tout cas, c'est une tranche de vie. Mais c'est ça. Fait que l'interprétation des résultats aussi, elle est peu subjective dans les questions à réponse brève. Puis, elle permet d'évaluer des cibles d'apprentissage qui vont être simples à intermédiaires. Donc, il y a certaines questions à réponse brève qui ne seront pas complexes. Là. On ne viendra pas autant mesurer la compétence de l'élève, mais dépendamment du type de question, on peut monter jusqu'à un niveau intermédiaire. Les questions à réponse ouverte, donc, où est-ce que là, l'élève là, doit vraiment composer sa réponse, il doit même respecter une structure précise. Là. Entre autres, je pense à la justification. Puis ça, c'est intéressant hein, qu'on bâtit nos grilles de correction pour ce genre de questions-là, d'aller voir les profs de français. Parce que les profs de français enseignent les structures aux élèves. La justification, là, elle est enseignée très tôt. Puis après ça, on s'aperçoit qu'en univers social, les élèves doivent justifier. C'est ça leur évaluation. En tout cas, l'évaluation soit de commission scolaire ou, ils doivent justifier. Fait que pourquoi pas travailler ensemble en discipline pour établir les critères. Puis on s'assure aussi qu'on utilise le même langage parce que souvent on s'aperçoit que les profs utilisent une terminologie pour les différentes parties de la justification, puis après ça en univers social, une autre terminologie qui est utilisée. Alors, on peut-tu mélanger plus les élèves à un moment donné? T'sais? Déjà que c'est difficile, il faudrait qu'on utilise le même métalangage. Alors, donc, c'est ça. Les réponses, je pense que la plus grande difficulté pour un enseignant avec ce type de questions-là, c'est qu'on a l'impression que la correction est subjective. Tu sais, que notre subjectivité entre trop en ligne de compte. Puis c'est pour ça que ça va être important, on va y arriver, tu sais, d'établir des grilles d'évaluation puis des critères de réussite hein, pour les élèves. Donc, ça peut prendre aussi un peu plus de temps à corriger, sauf qu'on vient vraiment mesurer, par exemple, la compétence de l'élève avec ce genre de questions-là. Et puis, ce type de questions-là, ben, c'est parfait pour la tricherie. C'est ces évaluations-là qu'on veut avoir. Alors, si on revient à notre diapo de tantôt, ben, les questions ouvertes, les questions à développement, ben, c'est là qu'on va venir solliciter le jugement de l'élève, son analyse, la synthèse, plutôt que l'application de faits. C'est là qu'on va pouvoir lui demander de faire des liens avec ses intérêts, avec des éléments personnels de sa vie. Ça va être aussi à ce moment-là que ça va être facile de lui dire, OK, tu as une portion écrite de ton évaluation, mais tu as aussi une portion orale. Après ça, je vais te rencontrer, puis je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu as écrit. Je veux que tu ailles dans plus de détails. Je veux échanger avec toi sur, en tout cas, plein de choses. Bref, ça devient plus facile de prévenir la tricherie. Puis, Mélissa, moi, j'aurais comme dans les limites, là, je ne le vois pas là, mais la longueur de correction, la lourdeur de correction par rapport aux questions ouvertes. Toi, tu étais enseignante dans le français au secondaire. Est-ce que c'est quelque chose qui te freinait dans, dans le fond, dans ton réflexe de faire appel à ce type de questions-là? Non, pas du tout. Sais-tu pourquoi? Parce que c'était tellement plus intéressant à corriger. Tu sais, c'était plus un travail mécanique de dire, OK, bon, mauvais, mauvais, bon, bon, bon.
où est-ce que toutes les évaluations se ressemblent. Vraiment, là, j'apprenais à découvrir mes élèves, puis j'arrivais à comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur tête, comment ils articulaient leur pensée, comment ils avaient fait, parce qu'on a beau donner le même cours 53 fois, là, les élèves, ils vont tous associer la nouvelle matière d'une façon différente. Ils vont se l'approprier. Puis des fois, ça va être erroné, il va falloir rectifier le tir, mais quand on questionne vraiment l'élève, premièrement, c'est motivant pour l'élève parce qu'il n'a pas l'impression que tout ce qu'il a à faire, c'est vomir du contenu, puis après ça, il peut l'oublier. Il vient vraiment construire sa pensée. Fait que c'est le genre de question qui est le fun. Puis là, je vois qu'à plus de 180 élèves, c'est pas facile. Ça, c'est sûr et certain, mais c'est pas le type de question le type de trace que vous allez accumuler 10 fois pendant l'étape. Parce que Maryse va vous les montrer. Après ça, il y a plein de types de traces différentes que vous allez pouvoir avoir. Mais il y a aussi que vos questions ouvertes, là, au lieu d'avoir 50 questions à choix multiples, à réponse brève à avoir, dans 2 questions à développement, vous êtes capable de presque brancher ou de plugger tout votre contenu ou presque. Fait que, oui, ça peut, ça demande à l'enseignant de changer ses habitudes. Ça se peut qu'au départ, vous allez voir, là, les premières copies, c'est un peu plus long à corriger parce qu'on dirait qu'il faut se faire une tête là, sur vraiment ce qui est, comment je peux dire ça? Il faut comme s'habituer à utiliser notre grille d'évaluation si on veut. Mais à un moment donné, après 4-5 copies, là, ça va plus vite pour corriger. Puis comme je vous dis, on n'a plus 50 questions à corriger, on en a 2 ou 3, par exemple. Oui, puis c'est nécessaire de prévoir la grille de correction. Là, on le voit dans les limites aussi, parce que si on n'en prévoit pas une au départ, c'est là où ça devient très lourd de corriger. C'est là où ça devient un peu... on n'est pas sûr si on applique les mêmes critères à tout le monde, etc., si on les corrige tous de la même façon. Tandis que quand on a prévu notre grille, ça va. Parce que là, on rentre vraiment dans le concret, là, avec plein d'outils que tu vas proposer là, qui sont vraiment géniaux. Puis, tu sais, j'avais quasiment le goût de m'excuser parce qu'on a comme l'impression, vous avez peut-être l'impression qu'on a fait un gros détour, tu sais, puis on n'était pas tant dans l'enseignement, dans l'évaluation à distance. Sauf que si on veut être capable d'évaluer, de bien évaluer à distance, on était d'avis qu'il fallait d'abord recentrer ce que c'est l'évaluation, ce que devrait être l'évaluation. Fait que, pour vraiment mesurer la compétence en général de l'élève et non pas des connaissances précises. C'est pour ça qu'on a fait un détour par les types d'évaluation, la triangulation, puis tout ça, pour finalement vous amener aux traces d'apprentissage. Fait que, je pense que ce détour-là était nécessaire pour qu'on puisse tous avoir une compréhension commune de ce que devrait être l'évaluation pour ensuite se pencher sur les outils de l'évaluation à distance. Alors, dans les traces d'apprentissage, c'est un moment où on va vous faire travailler, c'est un moment où on va vous mettre, on va vous donner des tâches à faire, vous allez avoir d'exploration seul, mais parfois aussi en sous-groupe, donc ça va être intéressant de voir ça. Bien, la première tâche, en fait, c'est que je veux que vous ayez vous inspirer d'exemples concrets d'un travail que le CETREC a fait. En fait, ils ont fait un gros travail. Là. Ils ont été chercher des traces d'évaluation à distance un peu partout, mais des traces concrètes là, de gens, d'enseignants du primaire secondaire qui ont développé différents outils pour recueillir les traces d'apprentissage des élèves. Donc, ces outils-là, ces grilles-là, elles sont, en tout cas, moi, je les ai trouvées super pertinentes, puis ça m'a beaucoup inspiré de lire aussi la mise en contexte, hein, pourquoi, qu'est-ce que ces enseignants-là voulaient faire à ce moment-là, etc. Et je vais vous demander, dans le fond, je vais vous donner un temps, là, on va mettre dans le clavardage le lien vers les exemples concrets inspirants. On va se donner 5-10 minutes là, pour vraiment aller naviguer dans le document. Oui, en fait, moi, il y avait l'idée de l'évaluation par les pairs. Puis, ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est qu'au lieu de mettre le focus sur la personne qui présente son travail, de retourner le regard sur ce que les pairs vont remettre comme rétroaction. Je ne l'avais jamais vraiment réfléchi comme ça, mais c'est vrai qu'on peut aller chercher beaucoup d'informations
de ce qui va ressortir de l'évaluation par les pairs. Donc, il faudrait le baliser, là, je ne sais pas comment le faire, mais on pourrait évaluer. Puis, en termes d'économie de temps, ça peut être assez bon aussi, parce que si une présentation n'est pas aussi bonne qui ne répond pas à nos critères, par exemple, est-ce que les autres vont être capables de s'en rendre compte? Est-ce qu'ils vont pouvoir agir ou commenter là-dessus? Puis on peut aller chercher beaucoup, évaluer vraiment la compréhension des élèves de cette façon-là. Donc, juste de retourner le regard de ce côté-là, je trouve ça me donne des idées. Je poursuis donc avec le cœur de la rencontre d'aujourd'hui que j'appelle les traces d'apprentissage. Donc, les différents types de traces d'apprentissage. On a vu dans la triangulation qu'il y en avait 3 grands. Les traces d'observation, de conversation et non de conservation. Et quoique Michel, je crois que Mario, c'est une excellente trace de conservation que je vois à l'écran. Alors, conversation et production. Donc, nos 3 différents types de traces, on les avait dans le tableau que vous venez de voir du CETREC. Nous, on les a prises dans le fond et on en a fait des tableaux plus distincts, individuels. Donc, à gauche, on a des exemples de stratégies d'évaluation en lien avec les traces d'observation. Puis, on a ici au centre les traces à recueillir, donc les types de traces qu'on peut recueillir. Alors, certaines traces peuvent s'appliquer à différents exemples de stratégies d'évaluation. Par exemple, si je choisis de faire une observation des équipes, des élèves en travail d'équipe, parce que je les place en sous-groupe dans Zoom, par exemple, si je peux utiliser Zoom avec mes élèves, puisqu'on sait qu'avec les Chromebooks, c'est plus possible, ce n'est plus possible. Alors, admettons que c'est ce que je veux utiliser. Bien, pour mon observation de ces élèves-là en travail d'équipe, je pourrais choisir d'utiliser dans les traces à recueillir soit des grilles d'observation, une échelle d'évaluation ou d'auto-évaluation ou une auto-évaluation aussi. Donc, c'est quelque chose que je peux utiliser, mais je pourrais aussi utiliser une fiche anecdotique. Je pourrais utiliser une liste de vérification. Je pourrais aussi décider de prendre une vidéo ou un enregistrement vocal du tout. Donc, les traces à recueillir, les lignes qui sont entre les traces à recueillir ne définissent pas leur lien avec les exemples de stratégies d'évaluation à gauche. C'est vraiment plus, on a mis des lignes pour les lier aux outils numériques qui vont avec. Donc, mes traces à recueillir ici, bien, de quelle façon je peux aller les chercher de façon numérique? Alors, la grille d'observation ici, ça mène vers un lien qui vous montre comment créer une grille d'évaluation. Justement, ce sont tes vidéos, Geneviève, 2 petites vidéos pour comment créer une grille d'évaluation critériée ici dans Classroom. Mais également, il y a des liens vers des grilles d'auto-évaluation qui sont téléchargeables, donc que vous pouvez vous faire une copie d'eux. Ce sont des Google Docs ou des documents Excel. J'ai écrit Excel ici, c'est Sheet en fait, c'est tous des documents Google qui sont là, sauf parfois des tutoriels aussi. Donc, la grille d'observation, on a une grille à observer, puis on va mettre des critères dessus pour pouvoir déterminer où l'élève en est sur certains de ces critères-là. L'échelle d'évaluation et l'auto-évaluation, l'échelle d'évaluation, ça va être plus sous forme les 1, 2, 3, 4, 5, puis j'entoure le niveau que je pense que mon élève est rendu sur tel critère, tout simplement. La fiche anecdotique, c'est vraiment une fiche où ça va il y en a un exemple ici sur Google Doc, où est-ce qu'on va vraiment venir voir, on va écrire en fait ce qu'on observe. C'est vraiment le plus simple, là, c'est la date, le nom de l'élève, qu'est-ce que j'observe aujourd'hui, de quelle façon, je ne sais pas moi, il m'a expliqué telle compréhension en mathématiques, peu importe. Donc, j'écris dans le fond du texte que je conserve. Une liste de vérification, bien, c'est une liste avec souvent des trucs à cocher. Donc, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Est-ce que j'ai observé ça, est-ce que je ne l'ai pas observé, etc. Les photos et vidéos, je vais revenir en arrière. Les photos vidéos, bien, avec quoi les élèves peuvent les prendre? Bien, c'est sûr, leur appareil numérique à eux. On peut aussi utiliser Classroom parce qu'ils peuvent le remettre via Classroom. Là. Ça, c'était un petit plus. C'est pas obligé d'être avec Classroom, mais c'est une façon de le faire. Ça peut aussi être photo, vidéo. Là, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'était bien sûr la vidéo lorsque vous êtes en visio avec des élèves puis que vous voulez, par exemple, leur faire passer une entrevue ou vérifier leur compréhension, bien, on l'enregistre. Ça peut être Flipgrid aussi. Flipgrid, c'est l'outil. Puis le tutoriel, bien, il est ici qui va avec Flipgrid. Ça, c'est un outil de vidéo qui permet aussi aux pairs de réagir sur les vidéos que les élèves envoient. C'est super, super pédagogique. Le tableau blanc virtuel, bien là, je l'ai noté ici parce que ça peut permettre à l'élève d'écrire aussi. Oui, il peut envoyer une photo de son travail qui a été écrit papier, là, aucun problème à l'enseignant.
mais dans le tableau blanc virtuel, ça se peut que vous enseigniez avec ça, puis que l'élève puisse laisser des traces aussi. L'enregistrement vocal, s'il souhaite juste un enregistrement vocal, il y a un outil en ligne, Vocaroo, qui permet très, très simplement de cliquer sur un bouton enregistrer puis que ça génère un fichier PDF, pas PDF, excuse-moi, ça génère un lien Internet, en fait, qu'on envoie à l'enseignant. Donc, c'est assez simple. Et puis, Kaizena aussi, qui est un autre outil de la suite Google. C'est un module complémentaire qui est intégré déjà dans vos Google Documents et on a le tutoriel de comment l'utiliser là. Ça, ce sont les traces d'observation. Puis là, les traces de conversation sont juste ici. Vous allez voir qu'il y a des outils qui se recoupent dans les types de traces à recueillir. Dans les exemples de stratégies pour évaluer les conversations, on aurait les conversations entre élèves, on aurait l'entrevue, on aurait aussi le questionnement à l'oral. Donc, c'est sûr que là, quand on est à distance, bien, ça va prendre la forme de à distance, bien sûr, là, mais ça peut être via la plateforme de votre choix. Et encore là, il faut garder des traces. Et là, on a encore différents types de traces. Ce qui est différent de l'autre, de la fiche précédente, ce sont les vidéos de la conversation. Donc ici, tout à l'heure, c'était de l'observation, mais là, c'est de la conversation. Vous pourriez enregistrer votre session dans Meet, dans Teams ou même si vous n'avez pas de Chromebook, vous pouvez continuer à utiliser Zoom là, si vous êtes habitué, puis vos élèves aussi, sans problème. Puis l'enregistrement vocal, bien là, on a ajouté aussi le logiciel Audacity qui permet aussi à l'élève de s'enregistrer, mais ça va générer un fichier MP3 au final. Puis c'est un petit peu plus complexe, je dirais. Là. Fait que je ne le mettrai pas au primaire, là, celui-là, entre autres, là, mais il est plus compliqué un peu. Je préférerais Vocaroo là, dans ces trois-là. Mais bref, je vous emmène aussi ici aux petites traces de production de l'élève. Donc, c'est le dernier tableau. Et là, regardez le type de traces à gauche. On en a beaucoup qu'on peut recueillir. Quand on parlait de recueillir différents types de traces, bien, juste pour les productions, j'en ai plusieurs. Le schéma de compréhension, c'est génial parce que ça permet à l'élève de créer une carte conceptuelle, de faire des liens entre les concepts. Moi, j'utilise toujours ça pour faire étudier mes enfants en univers social, notamment. Là. Puis la période de 1745, là, je ne sais pas trop, puis c'était qui les gouverneurs, puis ensuite tout l'aspect social, puis tout l'aspect géographique, puis tout l'aspect, bon. Fait que là, ils me font des liens là-dedans, puis ça les aide vraiment à établir leur compréhension. Les outils numériques qui servent à faire ça sont à droite ici. Il manque un petit hyperlien pour Lucidchart, on va aller l'ajouter. Ben, les quiz, c'est les questionnaires en ligne. On en a mis 3-4, mais il y en a tellement, sauf qu'on a mis ceux qui, selon nous, soit sont les plus simples ou ont une portée pédagogique plus grande. Des affiches. Peut-être juste mentionner, Google Forms, là, si vous voulez vraiment poser, pour l'élaboration de questionnaires puis la correction, là, Google Forms, c'est vraiment, selon moi, l'outil par excellence. Là. On a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a plusieurs tutoriels qui sont disponibles. Fait que, ça, pour l'évaluation diagnostique puis l'évaluation formative, là, c'est vraiment un outil fort intéressant. Edpuzzle, juste pour vous situer un peu, si vous ne savez pas ce que c'est, dans le fond, c'est un endroit où est-ce qu'on peut utiliser des vidéos, soit qu'on peut importer nos propres vidéos ou qu'on peut aller réutiliser des vidéos qui se trouvent sur YouTube. Et puis, on ajoute, dans le fond, dans ces vidéos-là, on peut ajouter des questions, on peut ajouter des hyperliens vers d'autres ressources, des ressources écrites ou peu importe. On peut ajouter aussi, c'est quoi? C'est des questions soit à choix multiples ou des questions à développement. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour aller chercher le pouls, tenter le pouls là, des élèves. Tenter le pouls. Ça n'existe pas. Faites une phrase avec ça. Je pense que ça existe, tenter le pouls. Oui, non, mais je pense pas que je l'utilise dans le bon contexte. T'étais-tu enseignante de français, oui ou non? Non. Merci. Des affiches, on propose un outil, mais il y en a plein, c'est Canva. Représentation imagée, c'est avec peut-être des dessins en mathématiques. L'élève peut dessiner, par exemple, il peut dessiner très bien sur papier, prendre une photo, c'est peut-être plus simple, mais il peut aussi le faire à l'aide de Google Jamboard, qui est un outil en ligne de la suite Google, qui permet d'insérer des formes géométriques, etc., plus facilement là, qu'en dessinant, puis ça va être plus droit, on va se le dire. Le portfolio, bien, le dessin mathématique aussi, c'est que Jamboard, ça permet de faire certaines manipulations, fait que ça peut être intéressant pour l'élève. Portfolio, bien, il y a le livre numérique multimodal comme CISA, qui est un portfolio, dans le fond, un outil de portfolio, surtout pour le primaire, je dirais, mais qui pourrait servir quand même pour le secondaire. Les journaux, bien, un journal, c'est un type de production d'élèves, puis
Book Creator, là, pour vrai, là, ça semble tellement simple et facile à utiliser que vous allez vous dire, ben, c'est rien que bon pour le primaire. Non, c'est que ça permet d'intégrer de la vidéo, de l'audio, des dessins des élèves, des traces écrites. Ça permet d'intégrer tout ça au même endroit. C'est super simple, c'est beau, ça fait un livre au final. C'est pour ça qu'on dit que ça peut servir de journal, mais ça peut faire comme un mini-livre de l'élève. Puis Mélissa, tantôt, elle disait là, avec Slide, Google Slide, ça permet aussi d'intégrer des photos, des vidéos aussi. Donc, comme type de trace, c'est très, très utile à recueillir. Il y a aussi Mad Mags que j'ai noté, qui est un outil vraiment plus spécialisé dans la production d'un journal en ligne. Et c'est tellement cool, cet outil-là. Il permet à vous d'être l'espèce de maître du journal. Si on veut, vous êtes comme le rédacteur en chef. Puis tous vos élèves, ben, vous leur envoyez un petit lien, puis eux, ils deviennent des éditeurs. Fait qu'ils peuvent créer leurs articles. Il y a toutes des canevas déjà prêts à utiliser. Ils peuvent créer leurs articles, puis ils peuvent vous les soumettre. Et vous devez les accepter pour qu'ils se joignent tous ensemble dans un même journal. Donc, c'est vraiment intéressant à utiliser si c'est un type de traces que vous souhaitez là, que les élèves conservent. Ça pourrait générer une espèce de journal, par exemple, sur, je ne sais pas moi, différentes notions en français, en mathématiques. Tu sais, les élèves pourraient rédiger, donc, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils comprennent de l'outil, tout ça, puis d'aller mettre ça là, puis mettre ça en collaboration tout ensemble. Ça peut être une façon de l'utiliser. Les textes, ben, production écrite en équipe ou seule avec Google Documents. Et les présentations, ben, Google Slide. Puis là, j'ai dit ça vite, vite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Là. Par exemple, grille d'auto-évaluation, je vais cliquer au hasard, là, celle-là ici. C'est vous avez peut-être vu tout à l'heure dans le document du CETREC quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, je l'ai reproduit manuellement là, avec mes trucs. Et donc, c'est quelque chose qui est maintenant à vous. Vous avez le lien et vous pouvez vous en faire une copie en cliquant toujours sur « Fichier »,« Créer une copie ». Donc, les documents que vous allez voir comme ça en Google Docs, si vous cliquez sur « Fichier, créer une copie », vous allez pouvoir vous en créer une copie, puis aller inscrire vos critères à gauche et tout ça. Et donc, là, je reviens ici dans mon document. Il y a donc beaucoup de choses à explorer. C'est ça, les critères de réussite d'une tâche, dans le fond, ça va être nos critères d'évaluation. Hein, puis on n'a pas besoin de les inventer. Je vais juste revenir un peu à ce que dans l'onglet converser, là, dans le chat, là, je ne le trouve plus pour faire exprès. Marie-Claude Chaillet qui disait « J'ai l'impression que ma principale difficulté pour évaluer autrement, c'est qu'au final, on doit mettre une note finale, on doit mettre une note au bulletin. Il me semble que c'est tout un changement de mentalité qu'il faut travailler. » Puis c'est exactement ça. L'enseignement à distance, là, puis c'est pour ça que notre formation aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont peut-être frustrés parce qu'ils se disent « Il me semble que je ne repars pas avec assez d'outils. » Puis la raison, c'est qu'il n'y en a pas de solution ultime. On ne peut pas évaluer comme on évaluait en présentiel. Parce qu'on est comme resté dans nos anciennes façons de faire où est-ce que on donne un examen, il faut que l'élève connaisse ses réponses puis tout ça. L'enseignement à distance là, fait juste nous remettre dans le visage que l'évaluation, ce n'est pas que ça. Fait que, on s'excuse si vous êtes un petit peu frustré là, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas assez d'outils, mais la raison est là, c'est que l'évaluation... c'est vrai qu'au final, ce n'est pas de mettre une note en pourcentage. L'élève, il est 67 % ou 72 %. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas tant. Puis c'est pour ça que quand on fait les critères de réussite, les critères d'évaluation, ce qui est intéressant d'utiliser, c'est les grilles ministérielles, parce que les grilles ministérielles sont descriptives. Et puis, à chacun des critères, il y a on a le descriptif de ce qui est attendu de l'élève, puis là, il faut lui donner une note A, B, C, D ou E. Fait que, ces grilles-là sont plus faciles à utiliser, c'est plus facile d'évaluer l'élève sans qu'on ait à décider, est-ce que son travail vaut 67 % ou 69 %. On vient le mettre dans une espèce de zone un peu plus large. On vient de le mettre dans une braquette, si on veut. Alors, puis c'est en utilisant justement les critères d'évaluation, les critères de réussite qu'on va pouvoir faire ça. Marie, veux-tu revenir au truc? Yep. Merci. Fait que, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces fameuses grilles-là. Puis là, c'est sûr que celles qui sont émises par le ministère, c'est juste, par exemple, en français, c'est en secondaire 2. Il y a une grille d'évaluation là.
En secondaire 1, on s'en sert aussi. C'est juste qu'on l'adapte selon les besoins, selon les niveaux de compétences des élèves. Mais la grille, on s'en inspire largement. Change de diapo, s'il te plaît. Donc, comment on procède quand on veut créer nos critères de réussite, là, nos critères d'évaluation? Bien, c'est sûr qu'il faut toujours garder notre intention finale en tête. C'est qu'est-ce que je veux évaluer? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que les élèves doivent avoir appris? Qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser à la fin de ma séquence d'apprentissage? Ensuite, ce qui est super intéressant d'utiliser, c'est les exemples contre-exemples. Donc, les contre-exemples vont venir mettre vraiment le projecteur là, sur les critères qui sont évalués. Puis, on leur présente plusieurs contre-exemples aux élèves dans lesquels, à certains moments, ça va être ce critère-là qui ne sera pas respecté, puis à d'autres moments, ça va être un autre critère. Puis, ces grilles-là, on les construit avec les élèves. Comme ça, on leur montre... ils prennent part, dans le fond, à leur apprentissage dès le départ. Puis ensuite, cette grille-là qu'ils vont avoir aidé à construire, bien, ça va être beaucoup plus facile pour eux par la suite de s'auto-évaluer puis d'évaluer leur père parce qu'ils vont l'avoir construit avec vous, la grille. Puis ils vont avoir des exemples de ce qu'ils doivent faire puis des exemples de ce qui est à éviter. Fait que, on a un exemple, puis ça, c'était une séquence d'apprentissage que j'avais... C'était Geneviève East qui me l'avait fait, qui me l'avait partagé, puis je l'avais faite avec les élèves. Marie, veux-tu juste grossir? Donc, c'est sûr que nous, les profs, on le sait, c'est quoi nos critères. Tout ce qu'on veut faire, c'est amener les élèves à en prendre connaissance, puis à réussir à détecter, dans le fond, si les critères sont respectés ou pas. Donc, ici, les élèves devaient présenter, c'est une capsule d'information là, sur un sport dans le pays de leur choix. Et puis là, dans le fond, on leur montre cette première capsule, donc capsule 1, c'est mon exemple. C'est l'exemple à respecter. Tous mes critères sont respectés. Et là, on montre aux élèves, par exemple, la capsule 2 qui, lui, c'est un contre-exemple. Donc là, il faut qu'ils aillent voir qu'est-ce qui est différent entre les deux capsules. Qu'est-ce qui est présent dans ma première capsule, mais absent dans la deuxième. Puis là, on fait des liens avec ce qu'ils connaissent déjà. D'habitude, un texte informatif, descriptif, il y a une introduction et une conclusion. Les élèves le voient tout de suite. Là, comment ça se fait que c'est un texte descriptif, mais il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion. Bien, ça, c'est un critère. Fait que, on les prend en note. Puis c'est toute une discussion qui s'articule autour de ce qui est attendu de la part de l'élève. Fait que, là, vraiment, là, on implique l'élève dans ses apprentissages et ce, dès le début de la tâche. Après ça, la grille, bon, c'est sûr que, là, on peut donner plusieurs contre-exemples. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette tâche-là parce que c'est du français puis vous enseignez toutes sortes de matières. Mais bref, les critères comme ça de réussite, on les utilise puis on implique l'élève dès le départ. Quand on construit après ça notre grille, bien, les élèves s'en servent tout au long de leur apprentissage et cette grille-là, elle est utilisable pour le formatif et pour le sommatif. On l'a dit au début, là, on doit toujours utiliser les mêmes grilles. Maryse, reviens. En mathématiques, puis honnêtement, moi, c'est le seul bug où j'avais. Je me disais, mon Dieu, comment on fait pour évaluer avec une grille de critères en mathématiques? Et puis là, Daniel, si je me trompe, tu me corriges. N'hésite pas, s'il vous plaît. Donc, là, c'est sûr que c'est une grille au primaire, mais il y a quand même des grilles descriptives en mathématiques également. Fait qu'il y a moyen d'aller cibler certains critères, ne serait-ce que pour les traces qui sont laissées. On le sait que des fois, les élèves vont faire des étapes là, dans leur tête, puis ils ne laisseront pas nécessairement des traces écrites sur leur feuille. Alors, on pourrait avoir toute une grille de critères de réussite en lien avec les traces, pour orienter l'élève, pour s'assurer qu'il respecte toutes les étapes et qu'il ne perd pas de points inutilement, par exemple. Alors, ça c'est un exemple de trace, OK? De grille, de critères de réussite. Puis, dans le fond, on l'a adapté pour que vous puissiez vous auto-évaluer quand vous évaluez vos élèves. Donc, quelle est la pertinence des preuves d'apprentissage recueillies? Mes critères de réussite vont comme suit. Donc, les preuves d'apprentissage mesurent-elles ce que je souhaite? J'ai fait une erreur.
ce que je souhaite évaluer. Donc, est-ce que je respecte l'alignement pédagogique? Et puis là, tu sais, ma grille, c'est oui, non, oui, mais je dois améliorer. Puis là, ce type de grille-là, puis là, Geneviève East, tu me corrigeras si je me trompe, mais on avait fait un gros travail là, sur l'utilisation des grilles critériées quand on faisait partie du cercle pédagogique. On a essayé plusieurs grilles, puis les grilles doivent être le plus simple possible à utiliser avec les élèves, par les élèves. Donc, le plus simple, là, c'est trois possibilités. Oui, j'ai respecté le critère, ou non, je n'ai pas respecté le critère. Puis sinon, c'était oui, mais je dois me l'améliorer. Des fois, il n'était pas tout à fait exact. Là, il est présent, mais il n'est pas excellent. Donc, on ne peut pas, avec les grilles, avec les critères de réussite, là, quand on se met à mettre plusieurs options aux élèves, par exemple, donne-toi une note A, B, C, D, E, c'est comme trop de choix pour l'élève. Là, c'est trop de possibilités, puis ça devient difficile à utiliser. Donc, on essaie de s'en tenir avec très peu de choix, direct au point. Est-ce que c'est respecté? Oui ou non? Mais si oui, comment est-ce que je peux l'améliorer? Fait que ça, c'est une grille qui est facile à l'élève d'utiliser, mais qui est aussi facile pour les autres élèves d'utiliser en co-évaluation. Ensuite, pour vos preuves d'apprentissage, Marie? Non, pour vos preuves d'apprentissage, est-ce que mes preuves d'apprentissage proviennent de sources variées? Donc, est-ce que j'ai pris plusieurs types de documents, plusieurs types de traces tout au long de mon étape? Est-ce que j'ai suffisamment de preuves d'apprentissage? Est-ce que j'ai juste 2 évaluations pour attribuer une note à mon élève ou si au contraire, j'en ai plusieurs? Est-ce que toutes les traces que j'ai accumulées au fil de l'étape me permettent d'établir une tendance? Parce que l'élève, là, qu'on lui donne un gros examen, je ne sais pas, moi, on dit l'évaluation de fin d'étape, elle vaut pour 80%. Mais si la veille, il ne se sentait pas bien, puis que cette nuit-là, je ne sais pas, moi, il a fait plein de cauchemars, même pas lié à l'examen, là, il s'est passé quelque chose dans sa vie, puis là, ben, ce matin-là, il n'a pas la tête à passer son évaluation, puis il ne réussit pas aussi bien que d'habitude. Est-ce qu'on vient vraiment mesurer sa compétence? Non, parce qu'on a pris le pouls à un moment spécifique dans le temps, puis ça donne que c'était le pire moment pour l'évaluer, cet élève-là. C'est pour ça que, d'établir une tendance là, chez l'élève tout au long de l'étape, tout au long de ses apprentissages, c'est super important, puis d'où l'importance d'aller chercher plusieurs traces. Puis en même temps, ben, ça vient nous aider à déterminer si l'élève a triché ou pas. Parce que si sa tendance est tout le temps ici, puis là, qu'on lui donne un travail, puis là, il est dans le tapis à fond, il réussit super bien, ou est-ce que c'est pas normal, si on veut, pour lui, bien là, on a un indicateur. Puis, est-ce que j'ai engagé les élèves dans la cueillette puis l'organisation des preuves d'apprentissage? Donc, est-ce que je les ai fait participer à établir les critères de réussite? Est-ce qu'ils se sont auto-évalués? Est-ce qu'ils ont évalué les pairs? Donc, est-ce qu'ils sont investis dans la tâche tout au long de leur apprentissage? Donc, tout ça, là, vous voyez que on aurait beau vous présenter, là, je ne sais pas moi, une super plateforme là, qui vous permet de voir ce que l'élève fait, puis vous permet de verrouiller son ordinateur pour pas qu'il puisse aller sur Internet, puis vous pouvez voir en 360 tout ce qui se passe autour de lui pour s'assurer qu'il ne triche pas. L'évaluation de la compétence, c'est quand même pas ça. L'évaluation de la compétence, c'est vraiment dresser le portrait des apprentissages d'un bout à l'autre pour s'assurer que l'élève progresse, puis que vraiment, ce n'est pas juste des connaissances déclaratives qu'il a accumulées, mais qu'il y a vraiment un apprentissage complexe là, qui s'est réalisé. Puis Geneviève East qui m'ajoute en privé qu'on essaie d'y aller avec un maximum de 5 critères. Puis c'est vrai, là, on ne veut pas donner une liste de 15 critères aux élèves parce que là, on vient les perdre. Donc, on y va vraiment avec ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui va faire en sorte là, comme critère que si l'élève ne le respecte pas, ben, il risque de passer à travers, à côté de la tâche. On y va avec le plus essentiel, donc maximum de 5 critères. Merci Geneviève. Oui, puis ça fait le tour pour moi. Bien, en résumé, en fait, l'évaluation à distance, je l'ai placée au centre ici.
Puis j'ai placé quelques points comme les principes importants. Donc, ça doit tenir compte de l'alignement pédagogique. Donc, ce qu'on enseigne, ce qu'on évalue, c'est ce qu'on a enseigné. De la différenciation, de la collaboration, de la souplesse et de la rigueur, qui sont des principes à appliquer aussi. Des données provenant des 3 sources, la production, des sources des traces de conversation et des traces d'observation, c'est la triangulation. Et puis, ça sert à poser, bien sûr, un jugement professionnel fiable qui va être basé sur plusieurs types de traces. C'est comme ça qu'on s'assure que notre jugement, il est fiable. Et aussi qui s'assure que nos traces recueillies l'ont été à différents moments de l'apprentissage. Ceci dit, on souligne quand même qu'on va tenter d'accorder une pondération plus grande aux évaluations vers la fin de la séquence d'apprentissage. Également, que l'évaluation se décline en 3 types que vous connaissez, donc diagnostic, formative, sommative, ce sont les termes qu'on utilise au primaire. Puis au secondaire, c'est au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage, puis l'évaluation de l'apprentissage. Enfin, l'évaluation à distance, c'est la clé pour la tricherie. Elle réside dans l'évaluation même qui doit être, dans le fond, adéquate. C'est une des clés. C'est sûr que là, ça n'empêchera pas tout, mais disons que ça peut prévenir, ça peut aider. La fin de mon résumé ici, ça réside dans les 3 types de traces à recueillir, donc les observations, conversations, production. Les 2 grands types de questions que l'on peut poser aux élèves, des questions à correction objective qui sont mieux à conserver lors de l'évaluation diagnostique ou formative. Puis les questions à développement, elles, qu'on souhaite, dans le fond, poser ici et là en cours d'apprentissage, mais surtout aussi dans l'évaluation sommative pour s'assurer à la fois de la compréhension de l'élève, bien connaître ce qu'il comprend de la matière, puis aussi s'assurer qu'il ne plagie pas. Et puis enfin, les outils numériques à privilégier, ce seront les outils les plus simples possibles, surtout au départ. Tentez pas de réinventer le monde tout de suite, allez-y avec ce qui est efficace, efficient. La suite Google Éducation, notamment, propose beaucoup d'outils très efficaces pour ça. Donc, ce serait tout pour nous. Puis, on vous remercie beaucoup pour votre présence. On s'excuse, on a débordé encore une fois, mais on va tenter d'être meilleur encore la prochaine fois. Et on espère que ça a quand même pu vous être bénéfique aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on vous laisse là-dessus. Et on va déposer le tout sur un site web et vous allez recevoir un courriel récapitulatif très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sylvain est en feu, le chapeau, la main. J'adore les émoticônes. Bye-bye. Des réactions, c'est pas des émoticônes pantoute. Excusez, mademoiselle Français, j'ai utilisé les beaux termes.